Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Le système agricole polynésien est-il à bout de souffle? Les terres cultivables disponibles manquent. La commercialisation des produits locaux est loin d'être optimale et les grandes surfaces continuent d'importer en masse pour répondre à la demande des consommateurs. Nous ferons le point sur le secteur de l'agriculture avec le ministre Taiwini Teai. Il est notre invité ce soir. 34 candidats au total pour la deuxième édition du concours de danse du feu Tiahi Tour. C'était hier soir à Pae au Marais Arhurhau et c'est l'événement qui a rassemblé du monde. L'association des descendants de Thomas Bambridge a organisé un repas familial samedi. Plus de 300 membres de différentes îles se sont réunis à Punauia. Et en deuxième partie de journal, nous aurons le plaisir de recevoir notre spécialiste des sports, Oriano Tefo, pour le journal des sports. C'est dans quelques instants. Et nous ouvrons à cette édition avec ce fait divers. Une touriste randonneuse est décédée ce dimanche à Rurutu, aux Australes, après avoir fait une chute de plusieurs dizaines de mètres au sommet du mont Manureva. Sa sœur qui l'accompagnait est légèrement blessée. Un avion gardien doit les rapatrier à Tahiti. Plus d'informations sur notre site Internet. La foire agricole vient de fermer ses portes. Le secteur primaire a eu l'occasion d'y tenir son congrès annuel pour faire le point sur la commercialisation des produits locaux. De nombreux agriculteurs ont boycotté cette réunion. Pour quelles raisons? Réponse avec Esther Parocordette. Sur chaque produit, il y a un plancher et il y a un plafond. C'est un congrès de la foire agricole qui cible un thème récurrent, la commercialisation des produits locaux. Un sujet qui agace de nombreux producteurs. Ils dénoncent depuis de longues années les marges excessives que certaines enseignes de la grande distribution pratiquent sur leurs produits et le manque de contrôle de la part du pays. Les prix sont libres, rétorque l'autorité administrative, un argument qui exaspère les producteurs. On me dit le prix est libre, donc si le prix est libre, nous on va mettre alors au départ 800 francs le kilo, et qui va acheter? Nous on fait en sorte que le pays fasse quelque chose pour que on a tous le même prix. Nous pensions que c'est pour nous aider. Eh bien non, c'est pour accroître leur richesse au détriment de ceux qui triment. Si les professionnels sont en colère, c'est que la Polynésie a laissé s'effriter sa capacité à nourrir ses habitants. Les 3/4 de sa consommation sont couvertes par des produits étrangers. La production locale n'est pas assez compétitive sur son marché, assure le seul importateur intervenant. On n'a pas toute la diversité en fait, des produits locaux qu'on trouve à Tahiti. C'est-à-dire qu'en magasin, en fait, c'est vrai qu'on ne va pas avoir autant de choix que ce qu'on peut trouver dans un jardin en fait, et dans les champs en Polynésie. Donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille avec donc le secteur primaire. Autre source d'agacement peut évoquer lors de ce congrès le manque de terres cultivables. Le ministre le sait, ses ingénieurs estiment à 80 000 hectares la capacité foncière pour atteindre l'autonomie alimentaire. Seuls 3 500 hectares sont exploités en Polynésie. Le pays lance un appel aux propriétaires privés pour récupérer au moins 30 000 hectares de terres arables. Réunissez-vous, le gouvernement vous aide, vous soutient pour développer, pour ouvrir vos fonciers, pour faire des zones d'accès agricole, pour terrasser. Eh bien, la place des produits bio. Pas de fatalisme du côté des producteurs bio. La santé des Polynésiens dépend de son alimentation et de son environnement. Déjà là, on est en train de travailler sur de la transition alimentaire avec les cantines. C'est quand même déjà un premier pas d'importance parce qu'on va toucher au secteur éducatif et on va éduquer également les enfants à manger sainement. Autre problématique, il y a de moins en moins de monde dans les exploitations. 9 500 personnes y travaillent. En une décennie, 6 000 agriculteurs ont abandonné les Fa'apu.
La Polynésie a perdu 22% de ses exploitations. Nous accueillons à présent Taiwini Ateai, ministre de l'Agriculture et de l'Environnement en charge de la cause animale. Fatere Yorana. Alors, les agriculteurs demandent un contrôle des marges sur leurs produits dans les magasins parce qu'ils ont l'impression, eux, de se serrer la ceinture. Qu'en dites-vous? Oui, ils ont à juste titre raison, enfin en tout cas ça s'entend. C'est en effet un dossier sur lequel nous travaillons au ministère. C'est ce que j'avais constaté lors d'un premier déplacement initialement en Nouvelle-Calédonie, excusez-moi, sur l'affichage en fait des multiples prix, du prix producteur, du prix distributeur ainsi que du prix commerçant. Donc c'est sur ce programme-là, sur ces législations, enfin, sur ces méthodologies de travail que nous travaillons en fait. 75% de notre alimentation vient de l'étranger. Les importateurs affirment que la production locale manque de diversité. Comment inverser la tendance? Alors, inverser la tendance, en effet, ça a été le résultat du recensement général agricole, comme ça a été présenté dans le reportage, une diminution du nombre d'exploitants et donc de facto une diminution de terres exploitées. Pour y remédier, c'est notamment la loi du pays qui a été votée à l'Assemblée au cours du premier semestre de cette année, qui conduit à ce que le pays maintenant vienne en soutien aux familles qui ont des terres foncières, des terrains privés, pour le développer avec une finalité agricole. C'est une des mesures que nous avons mis en place, en effet, pour rendre les terres accessibles pour développer ce secteur primaire. L'autonomie alimentaire n'est-elle pas impossible? Or, l'autonomie alimentaire n'est pas un rêve, c'est un objectif. Et donc, pour y arriver, le gouvernement met en place tous les moyens pour que cet objectif, on s'y achemine. Donc c'est notamment par cet accès au foncier agricole privé pour des finalités donc, de développement du secteur primaire. C'est également le travail que nous menons au ministère, au gouvernement sur le statut de l'agriculteur, parce qu'il faut que ces métiers-là soient attractifs pour notre jeunesse, avec une protection sociale, avec une retraite qui ne soit pas celle du monde Iroa. Et c'est également la mise en place d'infrastructures pour distribuer, pour acheminer et commercialiser les produits qui viennent de nos îles. Donc c'est notamment des hangars de stockage, froid positif ou froid négatif, et c'est également les ateliers d'agrotransformation qui permettent, lorsqu'on a une période de surproduction de produits, de les travailler différemment pour qu'ils soient ensuite disponibles tout au long de l'année. Le manque de terres cultivables est un obstacle majeur. Les services du pays estiment à 80 000 hectares la surface à exploiter pour atteindre l'autonomie alimentaire. N'est-ce pas tout simplement inatteignable, ou sinon comment faire? Solliciter les propriétaires terriens, ça prendra des années, non? Alors ça prendra des années, oui et non. L'objectif est quand même d'initier. Après, comme tout projet, une fois qu'il est initié, le bouche à oreille fait que ça va se développer de plus en plus. Les exploitations, un manque de main-d'œuvre, les métiers, les revenus ne sont pas attractifs pour les jeunes. En une décennie, 6 000 personnes ont déserté les Fa'apu. Là aussi, comment pousser les Polynésiens à se lancer dans l'agriculture? C'est c'est notamment en valorisant les travaux pédagogiques qui sont faits dans nos maisons familiales rurales, nos lycées agricoles, en permettant, donc en venant en soutien à ces établissements pour qu'ils acquièrent du matériel agricole pour faire le transfert d'informations et d'enseignement auprès de nos jeunes. C'est soutenir les projets de mobilité de nos jeunes pour qu'ils voient à l'extérieur comment ça se passe. Mais également, c'est comme je le disais précédemment, c'est travailler sur le statut de l'agriculteur va être présenté à l'Assemblée l'année prochaine. Donc c'est sécuriser ce métier de façon à le rendre attractif justement pour nos générations futures, avec une prise en charge sociale, une reconnaissance sociale par un statut social et une prévoyance ensuite accident du travail et puis notamment retraite. Quittons un instant la terre ferme, un mot sur le secteur de la pêche. Les pêcheurs hôteliers seront en grève mercredi si aucun accord n'est trouvé, notamment sur les zones de pêche, sur leur statut. Vous avez prévu de les rencontrer? Alors, je les rencontre toutes les semaines, enfin à chaque fois qu'ils sont disponibles comme moi. Je les ai encore rencontrés cette semaine.
Je pense que je l'ai rencontré encore la semaine qui vient. Le statut du marin-pêcheur est un statut important. Actuellement, c'est un statut dérogatoire. Et l'objectif du statut qui va être présenté, qui va être ensuite, qui va passer au CESEC, ensuite à l'Assemblée, c'est d'améliorer en fait le statut dérogatoire actuel de nos marins-pêcheurs. Améliorer, c'est-à-dire leur donner la possibilité d'avoir une prévoyance sociale plus importante, la prise en charge de l'accident du travail, et également une retraite qui ne soit pas celle du Moniruau. Donc c'est ces mesures-là qui vont faire que le métier de marin-pêcheur doit être plus attractif, puisqu'on a la volonté de tripler nos quotas de pêche d'ici 2030. Donc pour y arriver, il faut immanquablement des hommes. Vous êtes en charge également, Fateriho, de la cause animale. Un mot sur les chiens divagants. Un nouveau drame s'est produit la semaine passée à Bora Bora. Une vieille dame attaquée par les chiens. Quand pourra-t-on un jour se promener sans crainte d'être mordu par des chiens? Que comptez-vous faire? Oui, ce qui est arrivé est tragique en effet. Il s'agissait là en effet d'une meute de chiens errants, donc de chiens qui ont été auparavant fait partie d'une famille, mais qui ont finalement été délaissés. Alors, le gouvernement vient en soutien aux associations de protection animale, notamment sur les campagnes de stérilisation. Maintenant, en ce qui concerne les chiens errants, c'est en particulier la mise en place de fourrières qui permettrait de capturer ces chiens errants, de voir s'ils peuvent ensuite être éduqués pour être replacés dans des milieux familiaux, ou sinon être euthanasiés dans ce cas. Fateriho, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. La deuxième édition du concours de danse du feu Teahitoa s'est tenue hier soir à Paer sur le site de Marais Arahurahou. La compétition réunit plus d'une trentaine d'adeptes de cet art ancestral samoan, dont de très jeunes. Les images sont signées Andy Ebb. 34 candidats se sont présentés cette année au concours de danse Teahitoa, dont 17 dans la catégorie Tama, ce qui montre l'engouement des jeunes Tahitiens pour cet art ancestral samoan. J'aime bien la danse du feu, j'ai commencé à 4 ans, mais je faisais à l'envers quoi, je faisais tout à l'envers, le moulin, et bon c'était bien. La première c'était bien, bon j'avais un peu peur, mais j'avais le stress, mais ça voilà, ça a passé. J'ai fait, avec un bâton j'ai fait 3 tombées, et avec 2 bâtons j'ai fait 4 tombées. Les anciens l'ont une fois de plus démontré, ils n'ont pas froid aux yeux comme Teriareva Tehei, 25 ans de pratique qui a absolument voulu concourir cette année devant ses élèves. Ouais, il y a du niveau là ce soir, là c'est Tamara Colomel qui passe là, en deuxième là. Ouais, c'est un ancien champion, le premier Tahitien était au championnat du monde en 2006. Ouais, il y a du niveau, après derrière il y a Ikitahi, Hockey. Voilà. L'objectif pour vous, c'est de vous préparer pour une compétition internationale? On s'est préparé spécialement pour cette compétition. Et le 30 novembre, ouais, compétition internationale pour nous, du coup, on va se préparer encore mieux pour cette compétition. Assez content. Ouais, on veut toujours être le meilleur, mais carrément, je me suis amusé ce soir. C'est tout ce qui compte. L'objectif est clair pour les organisateurs, promouvoir cette discipline qui compte déjà plusieurs écoles de danse du feu à Tahiti, mais aussi et surtout les révéler à l'international. À Tahiti, on voit que le niveau au niveau de la danse du feu est vraiment très élevé et c'est pour donner l'opportunité à ces jeunes du Fénois de pouvoir partir à l'étranger, participer au championnat du monde de danse du feu, puisque parmi les 4 premiers cette année, il y aura 3 candidats qui partiront à Hawaï l'année prochaine grâce à notre partenaire qui offre le billet d'avion. Le grand vainqueur dans la catégorie reine, celle des Eito, est le jeune Haukeamoa, Mathias dans la catégorie Tamar Ihau chez les Toa et Fred chez les Toa. Originaire de Moria, Karl Changtan est le nouveau Mr. Tahiti. Il succède à Heiva Amin. Le jeune homme de 1,93 m a été couronné samedi soir à l'issue d'une soirée d'élection organisée dans les jardins de la mairie de Papeete. Guillaume Chong a été élu premier challenger et Tanetuia Tera Teaniunur Aitemoana deuxième challenger.
Et la première Miss France, originaire du Fénois, Edna Tepava, est décédée dans l'Hexagone à l'âge de 69 ans, annonce ce dimanche le comité Miss Tahiti. L'ancienne reine de beauté s'est éteinte après un courageux combat contre la maladie. Nos plus sincères condoléances à la famille. À Punaouia, hier après-midi, la famille Bombridge s'est réunie au restaurant du Capitaine Blight de Tahiti et des îles sous le vent et de Moorea. Environ 300 personnes de la famille ont participé à cette rencontre. Emmanuel Manutei était parmi eux. La famille, venez nous rejoindre. Reconstituer l'histoire de la famille Bombridge à l'occasion d'un grand rassemblement, Paris réussit avec près de 300 membres réunis pour partager un moment de grande convivialité. Finalement, l'année prochaine, quand on aura notre rassemblement, l'accent va être mis surtout sur la généalogie. Nous allons avoir des réunions de généalogie parce qu'on se rend compte que beaucoup, surtout les plus jeunes, ne connaissent pas leur généalogie. L'événement était très attendu. Il a réuni les branches de Tahiti, mais aussi des archipels éloignés. Tous les descendants des Bombridge ont répondu présents, enthousiastes de constater que les jeunes générations sont intéressées par la généalogie de leur famille. Ce qui nous rend fiers, c'est que pour la préparation de la réunion familiale de septembre 2025, nous avons la génération de notre jeunesse qui est là et qui participe fortement. Donc l'espoir de la famille, c'est que cette jeunesse va continuer à porter le flambeau de la famille Bombridge dans le Pacifique. Là aujourd'hui, je me rends compte que je côtoie beaucoup de gens, beaucoup de personnes, sans savoir qu'ils font partie de ma famille. Donc on a eu des fous rires depuis ce matin. Dès qu'on a nos regards qui se croisent, c'est là qu'on se rend compte qu'on est fétis. Au mois de septembre l'année prochaine se tiendra un grand rassemblement des descendants des Bombridge, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de Samoa. Il se tiendra dans les jardins de la mairie de Papeete. Les anciens célébrés à Ayatea, 300 Matayapo de Huahine, Ta'a, Uturua et Taptapuatea se sont rassemblés hier à l'initiative de la Direction des Solidarités du pays et de la commune de Uturua. Une journée chaleureuse avec un tour au marais de Taptapuatea et un bon repas. Jessica Doucet. Des sourires, des embrassades, le plaisir de se retrouver se lit sur les visages. Pour cette célébration, les Métois ont sorti le grand jeu, couronne de fleurs et habits colorés, la journée promet d'être joyeuse. Pour cette journée, nous avons été choisis et c'est pour cela que nous sommes présents. Merci aux organisateurs. Les festivités démarrent avec une visite au marais de Taputapuatea et ce sont les Wiapi ou la jeunesse de l'église protestante Maui qui accueille nos Matahiapo sur un tarava. La fête est intergénérationnelle. Je pense que les Matahiapo qui sont venus aujourd'hui sont venus couronner et parler de ce qu'ils ont passé à notre âge. J'avoue que c'est une bonne chose de partager avec les Matahiapo ce qu'on vit. Cette journée est également marquée par la remise de 9 trophées du cœur pour 9 Matahiapo choisis pour leur parcours exemplaire. Pour nous, c'est très important de valoriser justement ces Matahiapo qui ont travaillé et surtout qui ont œuvré dans les communes et qui ont travaillé pour la société. C'est important aussi pour eux d'échanger. Si on veut mettre des passerelles entre toute la Polynésie, entre toutes les îles de Maui Nui, il faut commencer par les Matahiapo, les femmes, les enfants, les jeunes. Donc c'est vraiment l'objectif du gouvernement, c'est de fédérer tout le monde et rassembler tout le monde autour d'un projet commun. Parmi eux, Jeannette Taïa de Taputapuatea, saluée pour son travail au sein de la communauté. Il y a des personnes qui tiennent compte de ce qu'on fait, de ce qu'un élu fait. C'est une paix intérieure que j'ai ressentie, mais que je dois continuer à partager. La journée s'est terminée autour d'un bon repas rythmé par un orchestre. Les anciens sont impatients de se retrouver à nouveau. Et vous l'avez compris, c'est le moment de notre journal des sports avec Oriano Tifo. Et on vous résume l'actualité sportive du week-end. Ça va à raquethlon, cyclisme, e-sport, volleyball et rugby. Rien que ça, c'est maintenant.
Allez, on ouvre notre journal des sports avec l'exploit réalisé par la surfeuse Tia Zibrowski cette nuit au Portugal. À 13 ans seulement, elle a atteint la finale du Ericeira Pro au Portugal. À l'avant-dernière étape des Challenger Series, Tia a dû s'incliner face à Sally Fitzgibbons, l'actuel leader du circuit QS Europe. Mais grâce à sa performance, elle prend la 24e place du classement général. Vahine Fierro, elle, pointe en 6e position et a donc grand espoir d'intégrer le circuit mondial à l'issue de la saison. On leur souhaite un grand fight Twitter. On continue sur l'eau à 3 semaines de la Hawaii Kinuiva. Les meilleurs équipages continuent de se tester. Hier au Parc Veil, il y avait 51 V6 sur la ligne de départ pour la R13 Race. Le résumé avec Désiré Teivao. C'est une scène que l'on devrait retrouver aux îles sous le vent. Le team OPT, R13 et Shelf A bord à bord à la lutte pour la victoire. Sur le parcours de 27 km entre Punauia, Taouni et Papeete, les postiers, aviateurs et chéliens ne se sont jamais quittés. Vainqueur de la Vodafone Challenge Race, Enviropol s'invite aussi dans la bagarre. La victoire s'est jouée au sprint. Dans cet exercice, les rameurs du team OPT ont été les meilleurs samedi. Ils franchissent la ligne d'arrivée au bout d'un peu plus de 2 heures d'effort. L'équipage A de Shelf A prend la 2e place et le team R13 complète le podium de la course. On voulait marquer le coup avant la Hawaii Kinui, montrer qu'on est là et c'est de bon augure. Nous on est la formation B, la A n'est pas venue, elle s'est entraînée et franchement on est satisfait, on est confiant pour Hawaii Kinui et on a tout fait pour garder ce maillot jaune. Non, globalement, sur la course, on était assez à l'aise aussi. On reste confiant et on sait aussi que tout le monde s'entraîne dur, toutes les équipes. Et voilà, il ne faudrait pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Au contraire, il faut aussi qu'on garde le cap et non, on reste confiant aussi pour la Hawaii Kinui. Rendez-vous désormais le 30 octobre entre Huahine et Reatea pour une nouvelle lutte au sommet. Le 5e racquethlon de Tahiti s'est disputé hier du côté de Fotaua, une édition spéciale en double avec 14 paires féminines et 29 paires d'hommes engagés. Ils se sont affrontés dans 4 disciplines de raquettes, tennis, beach tennis, tennis de table et badminton. Retour sur cette journée fun avec Andy Yep. Les 43 paires en compétition enchaînent les 4 disciplines, tennis, beach tennis, tennis de table et badminton. La compétition se joue sur un tableau direct à élimination. Le premier arrivé à 15 est celui qui gagne. Le vainqueur de chaque match continue jusqu'en finale. Les éliminés, eux, jouent une consolante. C'est pas un cumul de points, dans le sens où si tu finis le premier match à 15-2, 15 et 2, tu vas pas continuer à 15 et 2. Tu repars à 0 et on fait le total après à la fin. Le fait qu'on fasse en double, ça soit moins contraignant physiquement, parce que c'est quand même un enchaînement sur toute la journée, c'est très physique. Et le fait de jouer en double, c'est plus fun, donc moins physique. Et c'est d'autres règles, c'est notre façon de jouer. Les meilleurs joueurs de chaque discipline sont présents et le défi pour eux, c'est de s'affronter dans les autres sports de raquettes. Alors, comment ça a été? Ah, génial, merci. Vous avez gagné? Ça, je ne peux pas dire. Pas vraiment, mais on s'amuse quand même. Et là, vous enchaînez sur quoi? Et là, on enchaîne sur le beach tennis. C'est pas trop difficile d'enchaîner entre les disciplines toute la journée? Pas du tout, j'y pense pas. Je pense plus au fun que ça apporte. Et c'est fun? Et c'est très fun. Donc je remercie aux organisateurs qui ont mis ça en place parce que pour l'instant je m'amuse. On a joué contre donc de très bons joueurs. Ils nous ont explosé. Joueurs de tennis, joueurs de bad il me semble aussi, mais aussi joueurs de beach puisqu'on a perdu partout, sauf au ping-pong. Donc là vous allez gagner au tennis? On va essayer de gagner contre les champions de tennis, ouais. On vient de finir le beach et donc on enchaîne sur du tennis là. C'est une victoire ou une défaite? Là pour l'instant on mène mais c'est très serré. C'est très serré, on a des adversaires de qualité. Donc voilà, on ne sait jamais, c'est le sport donc tout peut arriver. Les duos Jennifer Lee, Mihir Ibouzi chez les femmes et Léo Cucuel, Rémi Rossi chez les hommes sont les vainqueurs de ce 5e racquethlon très apprécié de tous.
Et en cyclisme, hier à Hitia, Kylie Crawford et Taruya Krainer se sont emparés du titre de championne de Polynésie du contre-la-montre individuel. L'épreuve a réuni 32 coureurs pour 5 catégories engagées allant des U15 jusqu'au Senior Open. Tout de suite, les temps forts. 2, 1, go! Une course en solitaire avec des départs échelonnés toutes les 2 minutes, un aller-retour de 28 km à effectuer entre Hitia et Mahaena pour une arrivée à la montée du collège. Lancés à pleine vitesse, les rouleurs doivent ensuite composer avec les conditions du jour. Il avait un vent de poussant à l'aller et au retour un fort vent de face. Ouais. Ceux qui ont le mieux géré à l'aller ont pu envoyer un peu plus fort sur le retour. Et tu appuies, tu déconnectes le cerveau et puis tu appuies sur les pédales. Mais c'était dur, c'était très dur. Mais en fait, j'avais les enfants dans ma tête, j'ai fait le pour les enfants, appuie, avance. Kylie Crawford vient à bout du parcours en 35 minutes et 55 secondes. Elle signe le meilleur temps chez les féminines avec 41 secondes d'avance sur ses poursuivantes. Non, il y a du niveau, il y a les filles qui se révèlent. C'était pas gagné d'avance, donc voilà. Merci aux filles qui prennent le départ, parce que si elles prennent pas le départ, il n'y a pas de titre. Avec une allure moyenne de 50 km/h, Taruya Krainer est le plus rapide. Il termine le circuit en 27 minutes et 41 secondes devant Kahiri Hundler et Léo Casobiel. Le sociétaire de Pirey conserve le titre sur 2 années consécutives. Il fallait bien gérer son effort à l'aller, pas trop en mettre et on gardait un peu sous la pédale pour pouvoir vraiment garder la moyenne sur le retour. Alors en gros objectif, ça sera plutôt l'année prochaine. Je pense qu'on va repartir un peu sur le même format que cette année avec le Tour de Brisbane pour la qualification pour les championnats du monde de Grand Fondo qui se passeront ce coup-ci en Australie, dans l'Orne. Et ensuite, normalement, il y aura les championnats des Dom-Tom qui se dérouleront en juin en Guadeloupe. Donc là, on verra avec la fédération le chemin de sélection qu'ils vont mettre en place pour pouvoir y participer. Pour le reste des résultats, Joris Carleo Dubès, Briok Tonnelier et Cassandra Chansang l'emportent dans leurs catégories respectives. Les coureurs se donnent rendez-vous samedi 12 octobre au Critérium Grand Prix, une course en circuit dans la zone de Faréouté avec la présence de Laurent Jalabert. Et les meilleurs joueurs du Rockstar Esports Championship se sont retrouvés vendredi à la présidence. Au programme, les finales sur 5 jeux vidéo à la clé un prize money 2 500 000 francs à se partager entre les vainqueurs. Désiré Tevao était sur place. League of Legends, Tekken, Street Fighter, EAFC 24 et Smash Bros Ultimate. Les clics sur les souris, claviers et manettes s'enchaînent à un rythme effréné. Après des phases de qualification organisées au mois de septembre, Moreau Mans et Junior Terit et Ofa se retrouvent sur scène pour la finale sur le jeu EAFC 24. À l'issue des 2 manches, le FC Barcelone de Junior prend le meilleur sur l'équipe de France de Moreau, tenant du titre de la compétition. C'est ma première fois, donc en plus de ça, j'affronte le champion de l'année dernière, donc c'est compliqué. Ouais, une pression double du coup, donc avec les gens, j'ai pas l'habitude de ça, en plus les caméras, je suis pas à l'aise. Du coup, je suis venu essayer un tournoi, ça s'est bien passé pour moi, donc tant mieux et on verra par la suite. Sur le jeu League of Legends, 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent. Objectif, détruire la base adverse grâce à des personnages ou champions. Une finale disputée au meilleur des 3 manches et qui a vu la victoire de l'équipe des Pupus emmenée par son capitaine Jason. Je trouve que jouer devant tout le monde, ça donne quand même un peu de stress, mais franchement ça fait quand même plaisir parce qu'on voit qu'il y a du monde derrière nous, il y a du monde qui s'intéresse et ça fait vraiment plaisir. Il n'y a rien à dire sur le fait qu'ils la gagnent. Ils se sont entraînés pour ça, ils ont tout donné et on les remercie vraiment pour toute l'expérience qu'ils nous offrent. Avec le Rockstar Esports Championship, le sport électronique polynésien dispose désormais d'une vitrine. Objectif pour les organisateurs, révéler des talents et de potentiels futurs joueurs professionnels. Ils savent que sur le territoire, ils sont plutôt bons, qu'ils sont peut-être les meilleurs, parce qu'il y a plein de conditions qui peuvent être favorables à un joueur ou à un autre. Ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses, c'est très stressant. Mais en tout cas, c'est les premières étapes vers peut-être des Tahitiens qui vont aller en national, régional ou international pour défendre la Polynésie. Je veux bien tenter la chance, mais je pense que je vais avoir beaucoup de mal. Mais oui, si j'arrive dans quelques années, pourquoi pas. Preuve que l'e-sport prend de plus en plus de place. En janvier 2023, l'État a lancé sa stratégie e-sport 2020-2025.
Objectif, structurer un secteur qui a généré en 2022 141 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 17 milliards de francs. Et au Fénois, une fédération e-sportive devrait voir le jour prochainement. Et hier, le Stade Fatawa a accueilli le premier tournoi de rugby de la saison des U16 et U18. Le public est venu en nombre dans les tribunes a pu assister à de belles rencontres. Une satisfaction pour la fédération locale qui prépare la nouvelle génération pour les Jeux du Pacifique de 2027 ici au Fénois. Les précisions dans ce reportage. De belles actions et de beaux gestes sur le terrain avec des jeux fluides, de longues courses, des plaquages bien appuyés et de bons comportements. Une bonne dynamique chez les jeunes avec un accroissement de joueurs dans les catégories U16 et U18. On attendait ça, je crois, avec impatience, les jeunes, les coachs, mais aussi les parents, parce qu'il y avait du monde dans les tribunes, c'est très agréable. En fait, c'est plutôt une bonne surprise aujourd'hui, parce qu'on a réussi à quand même présenter 3 équipes dans chaque catégorie, notamment avec Paea qui revient, donc ça c'est plutôt bien. Après, je pense qu'on peut féliciter Papeete pour l'effort qu'ils font et leurs effectifs qui sont vraiment très intéressants. Il faut féliciter d'abord les éducateurs qui sont les premiers acteurs avec les joueurs sur le terrain, et puis il y a aussi des événements qui sont intéressants comme le déplacement en Nouvelle-Zélande avec les moins de 18, donc ça génère beaucoup d'enthousiasme et de l'engouement, donc on est très contents. Une sélection tahitienne composée de 13 joueurs de différents clubs. Dans un mois, ils se mesureront à des adversaires plus expérimentés sur le sol néo-zélandais. Ouais, on va faire un espèce de stage pendant une semaine en Nouvelle-Zélande, donc la terre du rugby, et ça va être chouette. Aller en Nouvelle-Zélande, c'est prendre de l'expérience par rapport aux Néo-Zélandais qui sont là-bas. Les Néo-Zélandais qui sont là-bas, ils sont très expérimentés. Nous, on pourra apprendre d'eux. Mais avant le grand départ, la jeune garde prendra ses marques le week-end prochain avec le Papeete 7 International qui accueillera des équipes étrangères. Donc il y a des Américains, des Néo-Calédoniens, des Néo-Zélandais, il me semble, des gars des îles Cook aussi, et bien sûr une équipe à 7 françaises, des 7 fantastiques, et voilà, ça va être chouette. Pour ce premier tournoi de la saison, Manoura s'impose chez les U16 avec 2 victoires. En U18, l'entente Pirefa a triomphé également avec 2 victoires. Elle ne maîtrise pas le ballon ovale, mais elle fait partie des stars du volleyball polynésien qui ont décidé de quitter le Fénois pour percer dans l'Hexagone. Après une saison compliquée dans le club de Sens en raison d'une blessure, Katia Tétouanoui apporte à présent les couleurs du club normand d'Évreux, un club à la hauteur de ses ambitions. Julien Panafieux et Wallis Glaise. Une immense joie après la victoire de Katia Tétouanoui et ses coéquipières du club d'Évreux. La volleyeuse polynésienne a signé dans le club normand cet été un nouveau club, mais surtout un nouveau défi après une saison compliquée dans son ancien club en raison d'une blessure. Alors il faut savoir que moi à Sens j'étais blessée, j'ai fait une saison blanche. Du coup là je reviens sur le terrain. Par contre au niveau du club, l'équipe, tout se passe super bien. Je suis contente d'être à Évreux, c'est un club très professionnel aussi et ça me permet en fait de mieux revenir par rapport à ma blessure. La Polynésienne de 26 ans compte aussi apporter son expérience avec cette jeune équipe. Il faut dire que Katia est passée par Bordeaux-Mérignac, club avec lequel elle remporte la Coupe de France en 2023 et aussi un passage dans le club de Sens en Bourgogne-Franche-Comté. Katia le sait, elle est la fierté de sa famille. C'est en 2014 que son aventure dans l'Hexagone débute. 10 ans que sa famille au Fénois suit de très près ses performances. J'ai ma famille qui est super fière de moi, qui m'encourage énormément, qui suit tous les matchs, qui me fait des retours pas très positifs des fois, mais c'est ça, c'est ma famille. Et oui, le volley, c'est une place très importante pour nous, plus pour mon père, du coup, qui nous a quittés depuis un moment. Et j'essaie en fait de maintenir cet amour pour le volleyball en fait qu'on a. Je suis la seule à continuer dans la famille et j'essaie vraiment de le tenir jusqu'au maximum, quoi. Atteindre les sommets pour porter le plus haut possible le nom Tétouanoui dans le volley hexagonal. La Tahitienne souhaite aussi élever son niveau de jeu pour accéder à la première division et pourquoi pas l'équipe de France. Toujours en tête, si un jour ça se réalise, je fonce. Après, je préfère revenir tout doucement, plus penser au club d'abord, penser à moi, ma blessure. Vraiment, j'ai plus envie d'avoir autant d'objectifs et tout. Je préfère d'abord retrouver mon niveau et ensuite par la suite, oui, si à l'équipe de France, je fonce. Une chose est sûre, Katia a retrouvé le sourire et le plaisir de jouer. Ce soir-là,
Elle et ses coéquipières remportent une victoire logique 3-7-1 à Tremblay en région parisienne et signent une deuxième victoire consécutive dans le championnat. Et jeudi, dans Terra Sport, nous prendrons également des nouvelles des autres volleyeuses thaïsiennes qui évoluent en métropole. Voilà, nous arrivons au terme de notre édition. À demain, c'est Athéna Milcam qui reprendra donc la présentation du journal en vous souhaitant une excellente soirée, une très très belle semaine sur Traitinui Télévision. Et on se quitte avec les plus belles images, bien entendu, de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous.